On a décidé d'enregistrer cet épisode un mercredi. Voilà, tout simplement. C'est parce que ça avait bien marché la semaine dernière, alors pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Je répète ces mots parce que je suis pas certain qu'ils se sont tous passés juste avant. C'est un petit doute. On est ensemble pour une bonne heure. En général, c'est comme ça que ça se passe, les épisodes des Techno. Le 451e, Sébastien, qui est avec nous, va nous dire que c'est un nombre pleutre, déficient galopant. Et semi-premier. Déficient. Mais semi-premier, tu te souviens de ce que c'est ? Et déficient, tu te souviens aussi ce que c'est ? J'oublie. Faire un peu de maths, surtout qu'on est approche des examens un peu. Oui, mais enfin, oui, d'accord, mais c'est pas, ça va pas changer ma vie de le retenir, ça, tu vois, Ouais, mais si t'as des examens, qui sait Oui, mais enfin, des examens, quel genre d'examen ? Non, mais c'est quoi encore ? Alors, le nombre semi-premier, c'est un nombre qui est un produit de deux nombres premiers. Ah oui, c'est donc, ça. Oui. 11 x 41, 451. Toutoum toum. Et alors, c'est un nombre déficient parce que c'est un entier naturel qui est supérieur à la somme de ses diviseurs stricts. C'est-à-dire, en fait, les diviseurs de 451, c'est 1, 11, 41, ça fait 53. Et c'est inférieur à 451. Alors, je prends un parti Xavier qui nous a rejoint. Salut Xavier. Salut. Tu vois, quand il commence sa phrase et que quand il arrive à la fin de sa phrase, j'ai déjà oublié le début, c'est que c'est mal barré. C'est quoi un nombre déficient ? Je vais poser la question à mon fils qui prépare le CEB. Tiens. Ah, il y a beaucoup de nombres déficients par définition. C'est dans le programme du CEB, ça ? Non, pas du tout. Déficients, je pense pas. Semi-premier, je doute aussi. Ouais, non, premier, ça certainement, mais semi-premier, voilà. Oh, c'est un nombre impair aussi, mais ça y est quand même. On va parler de la conférence de WWDC d'Apple qui s'est tenue cette semaine. Ce sera l'objet du gros sujet, on va dire, en seconde partie d'épisode. Et évidemment, avant toute chose, on commence avec une revue de presse puisque mes petits camarades ont suivi l'actualité cette semaine à leur manière. Et donc, on va en parler ensemble, si vous le voulez bien, sous forme, donc, je le disais, d'abécédaire, parce que c'est comme ça qu'on organise les choses chez nous. C'est comme ça qu'on range tout, d'ailleurs, chez nous, hein, les chaussettes aussi, les bouquins, etc. C'est par abécédaire, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça commence mal parce que je ne sais pas pourquoi la lettre ne s'affiche pas. C'est très étrange. Ah oui, ben voilà, c'est parce qu'il y a eu un petit souci au démarrage. Je suis désolé. C'est marqué, hein, WWC, intro, c'est quoi, etc. Historique, format, structure. Je ne sais pas pourquoi. Il me fait ce coup-là. Je vais essayer de vous remettre les trucs droits en temps réel si ça ne vous dérange pas, hein, tant qu'à faire. Est-ce que ça va mieux si je fais ça ? Ouais, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas A, justement. Non, c'est pas A, c'est la lettre B comme batterie, Xavier. Et si nos maisons devenaient des batteries, c'est la question qu'on se pose, que tu nous poses, et à laquelle tu vas tenter de répondre. Effectivement, mais vous savez que j'aime bien suivre un petit peu tout ce qui est technologie durable, etc. Et donc là, je suis tombé sur une news qui propose une avancée assez importante dans le domaine des matériaux de construction, qui pourrait effectivement transformer nos maisons en batteries géantes. Ce sont des chercheurs qui ont développé un nouveau type de béton qui serait capable de stocker et de libérer l'électricité, donc en gros de servir de batterie, ce qui permettrait évidemment d'ouvrir la voie à des habitations qui seraient un peu plus autonomes d'un point de vue énergétique. On sait que aujourd'hui on arrive à produire de l'énergie, mais la difficulté c'est un petit peu de la stocker encore pour le moment. Ça coûte assez cher, ça nécessite des matériaux qui sont pas toujours recommandables. Et donc on va mettre au point ici un béton qui va intégrer des matériaux conducteurs avec des fibres de carbone, des nanomatériaux. Ça va permettre d'accumuler l'énergie et en gros agir comme une éponge électrique qui va être capable de stocker l'énergie produite par exemple par des panneaux
solarino ou des éoliennes et de la libérer selon les besoins. Et donc les avantages, ça va être de permettre une certaine autonomie énergétique. Donc les maisons qui seraient équipées de ce béton pourraient éventuellement devenir complètement indépendantes et même être déconnectées du réseau électrique traditionnel, ou bien à l'inverse être enfin alimentées de point de vue électrique, y compris la nuit, si elles ne sont pas sur le réseau des villes, etc. Et aussi en termes de sécurité, il y a moins de risques qu'avec des batteries qui peuvent s'inflammer, qui utilisent des matériaux parfois très polluants, etc. Et donc en stockant ça dans les planchers ou dans les fondations de la maison, ça pourrait être effectivement plus sûr et plus durable que des batteries classiques. En termes de coût aussi sur le long terme, apparemment il y a des éléments intéressants. Donc voilà, c'est encore à l'état de prototype, mais c'est une innovation qui pourrait avoir un rôle assez important dans le futur vers la transition énergétique et vers des habitations un petit peu plus vertes chez nous. Oui, enfin, ça prendra quand même le temps de les construire. Dès le moment où cette solution est validée, il va quand même, on va commencer à l'intégrer dans certaines constructions. J'imagine que ça a un coût aussi, donc on va voir qui va prendre en charge ce coût. Moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je me tourne vers Sébastien, mais c'est une fois de plus, la recherche avance. Il y a des solutions qui émergent, etc. Moi, je me rappelle pour parler béton, de ce béton qui absorbe le CO2, par exemple. On avait parlé de ça il y a très longtemps déjà, et on pensait faire des bernes au milieu des autoroutes, par exemple, ou dans certaines situations où il y a beaucoup d'émanations de CO2, d'avoir cette possibilité. On l'a toujours pas vu au coin de la rue, ceci étant dit. Non, donc, on a eu la route avec des panneaux solaires aussi qui finalement a été complètement démontée parce que ça marche pas. Ça, on en a pas parlé, mais c'était ces dernières semaines. Parce que au fur et à mesure... Donc ça peut être de bonnes idées, mais après la réalité ne donne parfois pas toujours les bons résultats. Mais j'aime bien le principe, par contre, c'est que avant, quand vous avez des enfants, tu dis toujours Kevin, mets pas tes doigts dans la prise. Attends, c'est pas Kevin, touche pas le mur. Oui, évidemment, ça t'assurera qu'il n'y aura pas des traces noires sur ton mur s'il se prend une drine à chaque fois qu'il pousse ses pattes sur le mur. Si tu veux le réveiller, tu dis tu vas au coin. Il y a ça. Et l'autre problème, c'est les infiltrations d'humidité. Ça va pas faire le ménage. Voilà. Mais ça règle pas le problème, quoi, à l'eau. Il faudra arrêter de planter des clous aussi. Oui, enfin, si t'as une façade mal mise et qu'il y a des gens qui de temps en temps venaient pisser sur ta façade, là aussi, c'est réglé. Comme quoi, une bonne idée peut des fois conduire à de grandes bêtises. En fait, grande découverte. C'est une grande découverte, effectivement. Bon, l'autre grande découverte, ça va être la lettre suivante. On va voir si ça marche cette fois-ci. Je pousse sur le bouton. Pas mal. La lettre C comme copilote. Copilote Plus, pour être tout à fait précis. On en avait parlé il y a la semaine passée, et même la semaine d'avant, si je ne dis pas de bêtises, de ce Copilote Plus qui va équiper les futurs PC Windows 11, et en particulier ceux qui auront une puce d'architecture ARM, pour profiter de toute la puissance et de toute l'architecture, justement, de ce composant, proposé par Qualcomm la plupart du temps, avec son Snapdragon. Sébastien, ça coince. Ouais, et quelle mémoire, je vais dire, quelle mémoire, parce qu'effectivement, tu as retenu tout ce dont on a parlé la semaine passée. Mais tu m'étonneras quand même à chaque fois. Ça m'étonne. Tu nous écoutes. Au détriment de quoi d'autre j'ai retenu ça. Voilà, avec plein de détails quand même. Alors, c'est effectivement Qualcomm qui devrait fournir les processeurs ARM avec certaines instructions spécifiques pour Microsoft, pour ces PC Copilot Plus, à hauteur de 1 à 2 millions d'unités. C'est eux qui ils sont pas censés le faire, ils le produisent. Les premiers sont censés être livrés dans une dizaine de jours. Mais il y a une bataille légale qui fait rage depuis 2 ans et qui ressort pour le moment dans la presse. C'est un problème entre ARM, donc la société qui définit tout le standard pour les processeurs, et Qualcomm,
qui est un des plus gros fondeurs ARM, hein, avec Samsung et d'autres. Rappelons que ARM ne fabrique pas de composants. Hein. Ça, il fait les plans. Ils font les plans, ils disent, si tu veux un processeur, tu le fais comme ça. Et du coup, après, tous les autres ont dit, c'est facile, ok, j'ai plus qu'à le faire. Et je peux l'intégrer, et t'as pas tu rajoutes ce que tu veux, tu modifies, et tu en fais ton processeur pour ton usage. Et tu payes une licence à ARM, pour le coup. Et tu payes une petite licence, effectivement. Ouais. Et donc, ils sont en bagarre. Pourquoi ? Bien parce que Qualcomm a racheté, donc c'est des vieilles histoires, hein, Qualcomm a racheté en 2021 la société Nuvia, ce qui était une petite boîte qui voulait faire des processeurs ARM pour serveurs, hyper puissants. Ils disaient, nous, on va faire des serveurs à base d'ARM, ça va être efficace, puissant et tutti quanti. Et avant que les mecs puissent réellement produire quoi que ce soit, Qualcomm les a rachetés pour 1,4 milliard. C'est quand même une belle opération pour les gars. Et Qualcomm s'est dit, on va récupérer tout ce que vous avez fait, mais les serveurs, c'est très bien, mais nous, on va attaquer le PC. Et donc, on va récupérer vos recherches pour en faire ça, et on va pas sortir du serveur. Ce qui est dommage pour l'industrie serveur, mais d'autres le font, etc., etc. Et ARM a regardé ça de loin, et puis il s'est dit, c'est gentil, Qualcomm, vous avez des licences pour certains trucs, mais Nuvia avait une licence pour autre chose, et vous ne payez pas une licence, du coup, pour ce que vous allez sortir avec Nuvia, ce qui est, avec votre nouveau processeur, alors qu'ils sont inspirés de ce qui a été fait chez Nuvia. Et donc vous allez produire des trucs pour lesquels vous ne voulez pas nous payer de royalties supplémentaires, et ça, c'est pas cool. En même temps, ils ne vivent que sur les royalties. Donc, ils réclament beaucoup de brousouf. C'est pas encore réglé, et la presse s'émeut du procès, parce qu'en même temps, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est quand même assez étonnant que Qualcomm s'engueule avec son plus gros fournisseur, parce que sans ARM, Qualcomm va avoir beaucoup de mal. Et ARM s'engueule avec son plus gros client, parce que Qualcomm n'est pas le plus petit fondeur en ARM. Donc, c'est un problème assez étonnant. À la limite que tu vois des boîtes comme Microsoft ou Apple se tapent dessus, ça a fait toute notre jeunesse. On en a beaucoup rigolé. On s'en est remis. Mais ici, contractuellement, ils sont quand même fort liés. Ça aurait été peut-être un petit peu plus sage de régler ça gentiment dans une petite salle de meeting que de se traîner devant les tribunaux. Ça risque d'être chiant. Et derrière ça, il y a des boîtes que ça arrange, évidemment, parce qu'il y a Nvidia qui va aussi fournir du matériel pour Microsoft pour ses PC Copilot+. Il y a ARM qui va aussi fournir du matériel... AMD, on mélange les lettres, on recommence. AMD qui veut aussi fournir du matériel pour Microsoft. Et a priori, je ne me souviens pas s'ils étaient dans le loop pour le moment, mais Intel a aussi des processeurs qui seraient capables évidemment, Intel serait très content que Qualcomm ait quelques petits problèmes avec ses processeurs. Donc, il y en a d'autres qui attendent, mais pour le moment, les premières machines qui sont prévues étaient prévues avec Qualcomm pour Copilot+, donc ça fout un petit peu le brousouf, surtout s'ils doivent payer sur tous leurs processeurs a posteriori. D'autant qu'il y a eu pas mal d'annonces à la suite de la conférence Build 2024 dont on a parlé il y a 2 semaines. Et le Computex également aussi. Et Computex également, avec des marques qui sortent des machines sous architecture ARM avec le fameux Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon Plus Elite et Pro, même si c'est le Elite qui est recommandé d'ailleurs pour faire tourner Copilot+, je vais y arriver. Donc ça la fout mal quand même, parce que ça met un peu tout le monde en balance du coup. Parce qu'il y a quand même quelques-uns dans la boucle, hein. C'était Acer, si je dis pas de bêtises. Dell était aussi dans le coup. Asus, Acer, HP, je pense, si je dis pas de bêtises, ou je peux me tromper. Quasi tous là. Hein. Ouais, ils étaient quasiment tous là. Donc voilà, il faut.
Ça commence mal. Hein, ça commence mal. Ouais, mais j'avais trouvé que ça remettait parce qu'il y a aussi justement la Surface de Microsoft qui va s'y mettre aussi à l'ARM. Il y a 2 modèles qui sont prévus, donc je trouvais que ça relançait quand même Microsoft et Windows dans la course face à son éternel challenger Apple. Donc c'était juste bien, quoi. Ça remettait vraiment les choses un peu comme. Je te trouve vraiment très en forme, moi, pour très en forme. Très en forme. Les autres sujets, tu m'auras pas. Presque mieux que ce que j'ai vu. Je me lâche, je me révèle. On va dire ça comme ça, je me révèle. C'est toi qui vas faire les sujets. L'avis de Xavier pour conclure sur ce sujet, justement. Non, mais à suivre, effectivement, quand on a des grands fabricants comme ça qui se titillent les uns les autres, on est toujours un peu inquiet ou bien en suspense, en attente de voir ce qui va se passer, parce que ça peut avoir des impacts sur tous les produits qu'on utilise plus ou moins régulièrement, ou de près ou de loin. Voilà. Ça va peut-être aider à faire baisser les prix de manière générale. Enfin, tu vois, cette concurrence est saine, je trouve. Là, par contre, s'ils ont un procès, ça aidera pas à faire baisser les prix. Non, parce que là, c'est nous qui allons payer les avocats. Ça, il y a des chances. Donc, ça, c'est souvent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un avis sur cette question, évidemment, on vous partage les articles, comme toujours, qui ont provoqué cette revue de presse. Vous n'hésiterez pas à aller cliquer sur les liens. C'est sur notre blog, lestechno.be, ou en description de ce podcast, de cet épisode, ou sur YouTube, en description de la vidéo. Seb. Mais ce n'est plus sur Google Podcast. Ce n'est plus c'est important de le dire parce qu'on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Décidément. Effectivement, Google Podcast s'arrête fin du mois de juin. Donc, n'oubliez pas, changez de crèmerie, comme on dit. Choisissez une bonne application qui tient bien la route. Si vous êtes sous Android, je vous conseille Podcast Addict, par exemple. Si vous êtes sous iOS. Bon, le mieux, c'est encore Apple Podcast. Elle est finalement pas mal, cette application, mais il y en a d'autres, évidemment. Et on est normalement sur toutes les applications, même celles qui disparaissent. Si c'est pas encore fait, c'est que vous n'avez pas écouté les 10 derniers épisodes. Il y a à peu près, allez, je vais dire 15 ou 20% des utilisateurs Google Podcast qui ont fait le choix d'une autre application ou qui nous ont carrément quittés. En tout cas, je ne les vois plus dans les statistiques. Donc, ils sont peut-être juste... Ah, tiens, oui. Au revoir. On passe à la suite. La lettre I comme impression 3D. Tadam. Xavier, qui nous revient avec son imprimante 3D. Bah ouais, il nous avait manqué, Xavier. D'habitude, il y a toujours un sujet impression 3D avec Xavier. Une imprimante 3D. Nouvelles lunettes. Qui s'est imprimé des nouvelles montures de lunettes. Oui. Non, mais par contre, c'est pas le sujet ici, mais j'ai vu qu'il y a une boîte qui commence à se spécialiser dans la réparation de lunettes grâce à l'impression 3D. J'ai lu ça aussi, et j'ai trouvé ça très bête. Mais non, parce qu'aujourd'hui tu répares plus tes lunettes, tu les remplaces, c'est ça le truc. Ouais. Alors c'est peut-être bien finalement de les réparer, c'est peut-être plus économique, etc. Mais qu'est-ce qu'il a, Sébastien? Carglass, c'est pas Carglass. Oui, c'est vrai aussi. Il faudrait ce genre d'assurance pour ce genre de cas. Une imprimante 3D bientôt dans notre poche. C'est-à-dire la poche de mon jeans, par exemple, je peux mettre une imprimante 3D pour imprimer quoi, quel genre de truc? En gros, c'est une imprimante qui va littéralement tenir dans la poche, puisque elle aura la taille d'une pièce de monnaie. Il y a d'ailleurs des images pour ceux qui nous suivront bientôt. Mais donc, on a une technologie qui à la fois était complètement inconcevable, qui ici devient une réalité grâce à des innovations. En gros, c'est une imprimante qui va être vraiment ultra compacte, qui va utiliser des résines cette fois-ci qui sont photosensibles, avec une source de lumière UV pour créer des objets couche par couche ici de nouveau. Donc c'est du dépôt et malgré la petite taille, elle est capable de produire des objets qui sont malgré tout relativement complexes et détaillés. Donc c'est vraiment un peu comme une imprimante résine classique, mais vraiment avec un niveau
un niveau de taille qui est vraiment incomparable par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, littéralement, ce sera tout à fait portable. On va pouvoir l'emporter dans sa main, faire des impressions 3D qui auront quand même un certain intérêt, surtout quand on est en déplacement, avec un coût qui sera fortement réduit par rapport aux imprimantes 3D traditionnelles. Donc, on va pouvoir peut-être aussi démocratiser l'impression 3D, même s'il y a déjà des imprimantes qui sont pas très chères qu'on trouve dans le commerce, avec des applications qui sont assez variées, puisque aussi bien pour des designers, des ingénieurs, etc., avoir ou même dans l'éducation, avoir une petite imprimante qu'on peut transporter facilement et utiliser un peu à l'improviste, ça pourrait être intéressant. Donc, un des principaux défis, ça va être encore d'augmenter la vitesse d'impression en ayant une qualité qui soit satisfaisante. Mais donc, ça évolue quand même très très vite et on voit des choses qui sont de plus en plus impressionnantes dans ce secteur et je crois qu'on est encore loin d'avoir tout vu. J'ai vu d'ailleurs que dans l'espace, on vient d'imprimer il y a pas longtemps pour la première fois en métal. Et donc là, c'est vraiment des applications nouvelles. Et l'aéronautique militaire s'y intéresse de près aussi, justement, pour la fabrication de certaines pièces de remplacement pour les avions, forcément. Et ils se mettent aussi à imprimer tout comme des faux-faux, youpi, tralala, voilà. Alors, ils vont pas imprimer un avion, hein, j'ai pas dit ça, mais certaines pièces, par exemple, métalliques, pourraient être remplacées de cette manière-là, ce qui constitue des stocks, plutôt que d'avoir des pièces en stock, de pouvoir le faire un peu à la demande. Donc on comprend bien la logique, on l'avait déjà dit sur l'imprimante 3D, etc. D'ailleurs, l'exemple qui est pris ici, c'est par exemple le cas d'impression de clés qu'on aurait perdues, par exemple, ou des choses comme ça. Apparemment, avec cette imprimante de poche, c'est possible. Malgré tout, dans l'article de Tom's Hardware que tu nous partages, on signale quand même que si l'imprimante est petite, il faut quand même se coltiner la résine. Ah oui, un plateau, quoi. Et donc, la résine. donc il faut quand même une grosse bouteille de résine, et donc, enfin, grosse bouteille, on s'entend, mais ça par contre dans la poche c'est moyen quoi, faut le dire, donc, voilà, mais c'est bravo pour la prouesse technique. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, il va encore nous sortir une vanne. Non, ou l'imprimer. Non, parce qu'apparemment on ne peut plus avoir de pièces mobiles, donc pas de vanne. Mais non, le truc en fait c'est juste entre guillemets une puce qui te balance un faisceau de lumière dans un puits de résine qui, grâce à ça, te fait le truc. Mais il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est l'exploit, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Et la puce est toute petite. Mais tu dois quand même, effectivement, te taper la résine et tout le soin. Donc, l'imprimante finale tiendra pas dans la poche. Mais le matériel nécessaire tiendra dans la poche. Mais ce sera peut-être transportable, effectivement. Oui, plutôt transportable, mais c'est déjà... Enfin, là, c'était pour l'effet d'annonce, l'idée de la poche. On est tous d'accord avec ça. Par contre, moi, j'ai vu, et je pense que j'ai vu une vidéo, je pense que c'était à Vivatech, qui avait une présentation d'une imprimante 3D, aussi sur émulsion, résine, etc., mais de très grande taille. Je sais pas si c'est la plus grande, mais ils sont capables d'imprimer des pièces je crois que c'est 1,20 m sur 1 mètre et 1 mètre. Donc, en gros, un mètre cube, un gros mètre cube, d'un seul tenant, quoi. Enfin, sur une seule impression. C'est assez impressionnant. C'est une grosse bête. Hein. C'est une grosse machine. Ça doit coûter bonbon, ce machin-là. Là aussi, il doit y avoir des champs d'application importants. Ça fait beaucoup de résine. Ça doit coûter. Ça fait beaucoup de résine. Donc, oui, rien que pour imprimer le truc, c'est le prix d'une imprimante. Mettez-moi un mètre cube de résine, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, voilà. Là aussi. Ce qui est génial, quand même, avec ce truc, excuse-moi Marc, c'est que un des défauts, je trouve, dans les imprimantes 3D, c'est le bruit de ces trucs. Oh là là, c'est insoutenable, quoi. Toute la journée d'entendre ce truc qui couine d'un côté à l'autre. Mais demande à Xavier, il est là. Comment ça se passe la vie de couple? Il y a des machines qui sont quand même, il y a des machines qui sont beaucoup plus silencieuses que d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a un bruit, malgré tout. Mais en plus maintenant avec les caissons, etc., ça m'a limité. Mais t'as un bruit quand même, c'est sûr. C'est parce que, mais c'est parce que vous n'avez jamais dormi avec quelqu'un qui grince des dents. Si. Ça va être bien plus embêtant. Tiens, on est à la lettre P. P comme Photoshop, mais ça aurait pu être première aussi. Ou pas d'aube. Quoi? Ou pas d'aube, ou...
Non, parce que c'est Premiere ou Photoshop. C'est important. Ouais. Tu connais pas ta news. On va parler d'Adobe qui rétropédale sur ses nouvelles conditions d'utilisation. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je sais pas si on avait parlé de ça au moment où c'est sorti. On l'avait partagé sur les réseaux sociaux parce que ça faisait partie de notre veille technologique. Cette idée saugrenue qu'a eu Adobe d'utiliser en fait du matériel qu'on dépose sur ses serveurs. Oui, je vois pas la date de la première mise à jour, mais ici, il y a l'annonce de la future correction qui est le 18 juin. Mais je sais pas quand ils ont changé le truc. Et donc, le rétropédalage est sur leurs conditions d'utilisation de la suite Adobe, donc tout le qui date de la semaine Photoshop passée. C'était la semaine passée. Je me rappelle bien. Je pense que c'est la semaine passée ou peut-être fin de la semaine d'avant, mais c'est assez récent, oui. Et donc, leurs nouvelles conditions ajoutaient 2 petits problèmes qui ont fait le scandale. Le premier petit problème, c'est que Adobe se réservait le droit d'utiliser vos créations pour pouvoir entraîner son IA. Et le deuxième, c'est qu'ils disaient, et peut-être que si on a envie, parce qu'on n'aime pas ta gueule, on va supprimer ton compte. Là, évidemment, en tant que professionnel, dire je vais perdre mon compte et les mecs ils vont se servir de mon boulot pour entraîner leur IA, ça a fait grincer quelques dents. D'autant, je me permets, d'autant que les professionnels du graphisme, parce que ça concerne surtout des éléments de Premiere et de Photoshop, les professionnels qui travaillent à distance, etc., qui partagent leur travail entre eux, ou avec une agence, etc., utilisent leur cloud d'Adobe, à juste titre, parce qu'il est bien foutu, etc. Et donc, ils stockent leur matériel sur le cloud. Je le dis parce que certains pourraient se dire, il suffit de sauver son travail en local. Oui, c'est ce que je fais. Je mets très peu de choses dans le cloud. Ça me touche moins. Je trouve pas ça normal, mais ça me touche moins que sans doute des professionnels qui, eux, se partagent du contenu. Et en particulier, quand tu dois faire valider à un client, c'est bien plus simple de lui donner un lien Internet. Voilà. Ou simplement en équipe, effectivement. Donc, c'était un peu le cloud d'Adobe est un peu le passage obligé, et mettre cette condition un peu particulière de dire on va nourrir notre IA grâce à votre contenu, c'est très cavalier. Et donc ça a énervé tout le monde. Et là, c'est là la news. Finalement. Adobe a dit alors effectivement ça a grincé les dents, ça a grincé dans les réseaux sociaux, et en quelques jours Adobe a dit non mais c'est les Lego qui ont déconné, nous on fera jamais ça, on va pas se servir de ça, et on va pas vous fermer votre compte, vous inquiétez pas, on est là pour de la confiance, et allez, c'était une mauvaise blague, on va corriger ça, et on va taper sur la tête de notre avocat. En gros, c'est ce qu'ils ont dit en plus long et plus barbant. Et je veux bien les croire d'une certaine manière, sur la manière, sur la façon dont les Lego ont voulu rédiger le truc. En général, quand tu bosses avec un légal, mais c'est Adobe a fait une connerie, c'est qu'ils ont laissé passer ça. Ils ont laissé passer le truc. Mais les Lego ont toujours tendance à, dans une boîte, à vouloir demander 10 fois plus que ce que tu as besoin, et à pouvoir te donner des usages que tu n'aurais pas besoin, mais déjà de le prévoir en disant « Et si un jour tu veux, tu vois, on a prévu que tu pouvais y aller. » Et donc, après, Adobe a pêché dans le fait, si effectivement il y a de la mauvaise... tout le monde est de bonne foi là-bas, ils ont pêché dans le fait de ne pas avoir lu et avoir fait un truc suffisamment clair dans leurs conditions d'utilisation. Et ça, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, parce que c'est pas une boîte qui a l'habitude de faire ce genre de conneries. Adobe, en général, ils font des trucs assez propres. C'est pas les gens qui abusent du truc régulièrement. On les voit pas dans les news toutes les semaines en disant ils sont barrés avec ton contenu. C'est des gens respectables, et donc se dire on a foiré. Ouais, ok, bon, ça. Et les mecs le disent honnêtement, on a foiré. En même temps, sur la génération d'images par intelligence artificielle, on l'avait déjà évoqué, je pense, mais je l'avais lu aussi par ailleurs dans certains articles, où on disait, oui, mais ce qu'ils génèrent n'est nourri que par ce qu'ils ont comme image en catalogue, parce qu'ils ont des catalogues d'images, des bases de stock, etc. Et le stock est énorme, mais ils ne se nourrissent que de leur stock, ce qui est très très honnête. Et donc on sent bien qu'il y a une limitation à un moment donné de dire, ok, s'ils ne se nourrissent que de leur stock, l'intelligence artificielle n'étant qu'un perroquet quelque part, je mets des guillemets, mais c'est un peu ça. Il va falloir, si on veut avancer, évoluer, que de quoi se nourrir. Et donc, quand on a vu l'annonce, on s'est dit, bah oui, c'est logique, il va essayer de trouver des sources d'informations, de collecter de l'information, comme ChatGPT le fait avec la presse, avec une certaine presse par exemple, ou d'autres. Et donc, même si c'est
peu crédible, en même temps, c'est crédible parce qu'il y a cet aspect IA qui ouvre tout d'un coup des portes inattendues. Et probablement que certains chez Adobe se sont dit c'est une bonne idée. Sans doute. Oui, sans doute. Donc, et d'où sans doute la réflexion du légal, qui est le juriste dans le coin, qui dit je vais quand même mettre une petite clause au cas où vous le feriez quand même. Hein. Et voilà. Et voilà ah le oui, drame. j'ai entendu qu'on discutait de la machine à café. Et Ouais, hop. voilà. Et c'est là qu'on se fait une mauvaise pub, et puis rétropédalage, comme on vient de le dire, etc. Restons quand même vigilants, et c'est ça le plus important, quelque part. Xavier a un avis là-dessus ou pas? Donc, conclusion, Adobe doit lire les conditions générales. Oui, c'est ça. Même si elles sont longues. c'est ça. Donc, parce que la presse, elle, ne s'en prive pas de lire les conditions générales, et les professionnels de la profession aussi. Donc, c'est quand même important quand c'est ton outil de travail principal et celui avec lequel tu communiques avec tes équipes et avec tes clients. C'est un peu le point central du truc, hein. Donc c'est névralgique. Après, la presse a souvent le bashing assez facile. Et un peu rapide. Ça, je suis d'accord aussi. Mais voilà, c'est en même temps tirer la sonnette d'alarme. Après, si on doit le démentir, on le dément. Et tant mieux. Mais voilà, mais c'est et là, le légal est là pour vraiment travailler intelligemment à ce moment-là. C'est encore plus simple. Alors maintenant, il y avait un troisième mec chez Adobe qui disait et si on publiait ça et puis qu'on le démentait, on va se faire un de ces coups de pub. Oui, il s'est même dit, je pense qu'il s'est même dit, ils vont parler aux technos. Voilà. Et voilà. Passe à la lettre S, comme Skynet. Skynet, non pas l'opérateur internet belge des années 90, début 2000. C'était Skynet, hein, c'était Belgacom avait une marque qui était Skynet, et j'ai une adresse skynet.be. Oui, il y a des gens qui ont encore des adresses Skynet qu'ils ont racheté, hein. Ah oui, qu'ils avaient racheté ça. C'était pas à eux, mais ils voulaient directement partir avec des... Voilà, oui, c'est juste. Et donc, ça ne nous rajeunit pas. C'est un petit peu la séquence vieux qu'on... Il en faut une par épisode. Ils ont fait Obot, Kitset, Looping, ils ont fait une série de boîtes à succès. Ah oui, c'est des séries. On salue ceux qui nous écoutent, parce que c'est des Belges. Oui, si ça se trouve, ils nous écoutent. Ou pas. Quoi qu'il... C'est pas ce Skynet-là dont il est question, Xavier. Non, c'est plutôt le Skynet de Terminator. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ce fameux film, Skynet, c'est le fameux adversaire, l'intelligence militaire qui devient consciente et qui décide d'exterminer l'humanité pour assurer sa propre survie. Eh bien, il y a un chercheur qui est quand même assez renommé. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu son nom, mais il est renommé. Il s'appelle Roman Yampolsky. Alors j'espère avoir plus ou moins prononcé. Donc c'est un chercheur qui est assez renommé dans l'intelligence artificielle notamment, et qui avertit qu'il y a une probabilité d'après lui de 99,9% que l'intelligence artificielle puisse détruire l'humanité dans les 100 prochaines années. Alors cette inquiétude, elle lui vient du fait que l'intelligence artificielle a un potentiel important de devenir une super intelligence qui dépasserait du coup de loin les capacités humaines et qui pourrait agir de manière imprévisible et dangereuse. Alors cette super intelligence, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, abréviation IAG. Et cette intelligence artificielle générale, c'est une forme avancée d'IA qui est capable de comprendre, d'apprendre, d'appliquer des compétences de manière autonome dans n'importe quel domaine, un peu comme un être humain, mais avec un potentiel de dépasser même finalement cette fameuse intelligence. Alors on en est encore très loin, mais donc cette fameuse IAG, elle serait capable de résoudre à terme des problèmes qui seraient liés dans des domaines vraiment variés, sans nécessité de reprogrammation. Donc elle pourrait elle-même s'améliorer à terme également, et c'est la crainte de ce chercheur. Alors pour avoir creusé un petit peu plus, en fait, il dit que une des raisons pour ça, c'est que aujourd'hui, l'être humain est encore très peu capable de produire du code sans aucune faille. Donc, ou en tout cas, ça lui prend vraiment beaucoup de temps. Et pour des gros programmes, on trouve encore quasiment toujours des failles. Et il dit que c'est une de ces failles qui pourrait finalement mener à ça. Et donc, la seule façon, d'après lui, de ne pas tomber dans cette dérive, ce serait d'arriver à produire du code
sans aucune faille et donc sans aucune possibilité pour ces intelligences artificielles de dévier de ce qu'on leur a demandé à la base, quoi. Je pense qu'il y a aussi une partie des équipes de ChatGPT qui ont tiré la sonnette d'alarme sur le même thème. Et on avait déjà parlé de l'intelligence artificielle générale avec David, si je ne dis pas de bêtises, il y a pas mal d'épisodes que ça, il y a quelques mois. Et c'est la première fois que je voyais David un peu en panique par rapport à l'intelligence artificielle, lui qui est très pragmatique, très voilà, terre à terre, etc. Il dit ça j'aime pas. Voilà, qu'en pense Sébastien de cette histoire, de cette idée, de ce concept? J'ai l'impression, c'est quand tu poses la question, je sais pas si vous connaissez, c'est qu'en pense ton frère de cette fameuse séquence, non? Tu vois pas? Alors. Et donc, alors déjà, c'est Roman Vladimirovitch. Déjà, voilà quoi, Yam Poliski. Il a pas l'air, son CV sur Wikipédia est assez limité quand même. Donc, moi, je vais dire, j'ai pas été plus loin dans la lecture de l'article comme Xavier, mais dans l'ensemble, ça me fait toujours un peu sourire. Quand j'entends, on va tous mourir dans 100 ans. Ouais, on a la chance de mourir de plein d'autres choses. Oui, très probablement. Oui. Et on a tellement d'autres manières de mourir d'ici là et tellement de trucs que se dire d'ici 100 ans, l'IA ou un truc technologique nous aura le réchauffement climatique nous massacrer. Quelqu'un, on est en 2024. Oui. Si quelqu'un en 1924 avait prédit ce qui se passerait en 2024, c'est chaud quand même, hein. Bonne chance. La dissolution de l'Assemblée. Des trucs comme ça. Oui, Mir qui tombe sur Paris, des trucs, tu vois. Ça me semble très risqué de prédire ce que sera la technologie déjà dans 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, 5 ans, ça commence à devenir une boule de cristal. 100 ans. Oh là là, non, mais pour être sérieux, on a été biberonné quand même à ce justement par le cinéma et la littérature aussi, à ce genre de cas, entre guillemets. Il y a toujours ces films, il y en a encore un qui est passé à la télé l'autre jour, je pense, où tu as un extraterrestre qui descend, qui vient sur Terre et qui va tout détruire parce qu'il considère qu'on pollue la planète et qu'il faut redonner sa chance à la planète et merci, l'être humain est de trop sur le truc. Ce qui est possible, hein, même probable. Nous sommes sans doute le virus de cette très jolie planète, mais voilà, c'est comme ça, c'est notre destin. Voilà. Oui. Alors c'est une manière de culpabiliser le téléspectateur assez lourd quand même. Oui, bien sûr. Ouais, je suis pas un grand fan de ce genre de truc. C'est un peu gros comme une maison, quoi. Mais je te dis, c'est parce que si je le dis, c'est parce qu'on a été biberonné à ça par nos lectures et par la science-fiction. Il mange des souris, etc. Et voilà. Le mec qui descend de sur il mange des souris. Non, mais le monsieur, quand je vois la tête du monsieur, je pense qu'il en mange. Je pense qu'il a le goût pour les rongeurs. Il a un goût pour les rongeurs. Lui, il a un goût pour les rongeurs. Parce que ça, c'est toute mon enfance. On est d'accord. Les extraterrestres qui mangent des souris. Rappelez-vous de V. Ah oui. Ils ont fait un remake. C'était magnifique. Enfin bref. Ah non, pas ça. Pitié. Déjà dans l'original, c'était. Il y avait de très jolies dames avec des très belles tenues rouges. Ça, je me rappelle très très bien. Mais bref. Mais c'était des lézards. C'était des lézards. Bref, on s'égare, évidemment. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Ça nous fera plaisir. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir raconté. On se rendira moins seul. Il n'y a pas eu tant d'épisodes que ça. J'étais assez surpris. Non, c'était super cool. Une vingtaine d'épisodes. Ouais, ça passait à midi sur RTL en couleur à l'époque. Enfin bref. Merci pour ce sujet, Xavier. On verra. Rendez-vous dans 100 ans. Hein, nous serons à l'épisode, je ne sais pas si ce sera un nombre premier ou pas, mais à mon avis, on sera à l'épisode 45 582. Et bien, je ne serai pas là pour le présenter, ça je peux vous le garantir. Non, Très bien. M'étonnerait. Dites, on est à la lettre W, pour une fois, c'est pas un oui mais non. C'est un ouf. Sujet oui mais non, parce que ce pourrait être un sujet oui mais non. C'est un sujet qui est technologique certes, mais complètement improbable, mais technologique certes. Ici c'est un sujet ouf. Comme wouf.lestechno.be. C'est de ça dont tu voulais parler, Sébastien. Pourquoi wouf ?
Alors, pourquoi ouf? Déjà parce que j'aime bien les chiens. Et je voulais parler des chiens. Et voilà, c'est ton côté asiatique. Allez, chouchou, allez, chouchou, allez, kiki. Un jour, je vous le présenterai, mon petit chien. Didier, il s'appelle. Oui, Non, c'est ça. Non. On ne C'est un renifle pas grand le chien, culé. mais je suis très content de le rencontrer, Didier. J'apprécie beaucoup Didier. Ah oui, moi aussi. j'aime. Mais c'est pas Didier, le mien, il a plutôt tendance à pisser sur le carrelage. Voilà, très, très gentil chien. Mais en même temps, très gentil chien, quand il aboie, pour la plupart des gens, ou quand il couine, tu dis, Qu'est-ce tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont essayé de comprendre, d'analyser, d'essayer de faire même des IA pour comprendre le chien. Le problème d'une IA quand tu dois l'entraîner, c'est que d'abord, si tu veux essayer de comprendre, tu dois lui donner des exemples en disant, là, il a dit bonjour, mais personne aujourd'hui sait quand le chien il aboie, il a dit bonjour, et il a fait ouf, tu vois, donc on prend chenol. Ah ouais. Tu comprends rien. Hein. Le lexique peut être truffé d'erreurs. C'est vraiment très en forme toi, aujourd'hui. Et donc on comprend chenol aujourd'hui au chien, et donc ça, c'était un truc sans issue, et il y a une équipe de chercheurs qui se sont dit, mais en fait, on est con. On va utiliser un modèle qui a déjà été entraîné sur les humains, et on va prendre ce modèle et on va le taper chez les chiens. Avec quelques petits trucs en plus, hein. Ils ont un petit peu bidouillé le truc pour rajouter ensuite après des aboiements, des machins, etc. Mais la base de l'entraînement, c'est un entraînement humain. Et grâce à ça, ils ont réussi après à catégoriser les aboiements dans la bonne catégorie à 70% des cas. C'est-à-dire de savoir si le chien il a envie de jouer, il est stressé, il veut de l'attention, il a mal, il est frustré, etc. Juste sur le woof ou aussi sur le comportement de l'animal, parce qu'on sait quand il mange la queue, en général, c'est qu'il est plutôt Et content. 72% du temps, il avait faim. C'est probable, oui. Ou il était excité par la petite pluche que tu lui avais offert. Ouais. Mais... Oh, la laisse. Promenade. Donc, pour le moment, ça reste assez limité, mais c'est la première fois qu'on a réussi à utiliser un modèle où on arrive à réellement en sortir une information aussi qualitative, même si c'est que 70% des cas, pour comprendre. La plupart des gens ne comprennent pas en 70% des cas ce que raconte leur clébard. Est-ce que ça veut dire que dans 70% des cas, on peut leur répondre aussi? Écoute... Est-ce que c'est réversible? J'ai pas mis de référence ici, mais il y a pas mal de vidéos qui circulent sur tous les réseaux sociaux différents, hein, quels qu'ils soient, soit TikTok, Instagram, Facebook, vous pouvez en trouver partout, où des gens utilisent des petits boutons qui étaient à la base qui étaient faits pour les enfants, petits boutons sur lesquels tu peux appuyer et qui te disent un truc que tu as enregistré. C'est chez toi que j'ai vu ça en plus. Oui. Et donc il y a certaines races de chiens où il y a quand même moyen de les éduquer à comprendre un paquet de boutons. Et donc il y a des vrais cornus aussi, hein. Il y a des cons, hein. Il y a des chiens. Oui, mais tu serais assez étonné, c'est que j'en ai déjà vu qui sont capables de faire des phrases de 2 ou 3 mots. Et donc effectivement, de savoir te dire je veux sortir, j'ai envie de jouer, ou papa, maman, ou des trucs comme ça. Et donc il y a des chiens qui sont quand même capables d'une communication assez incroyable. Et donc oui, il y a plus qu'un ouf en général, il n'y a pas juste un ouf, je suis énervé, ou ouf, il y a un oiseau qui passe. Le chien est capable de s'exprimer, mais aujourd'hui on reprend Schnoll. Et ça reste quelque chose qui est dans l'imaginaire, dans les films de science-fiction, mais là plutôt fantasy pour enfants, qui reste le truc que tout le monde aimerait, c'est de pouvoir parler au chien, parce que c'est un ami incroyable. Au chat. Moi, non, moi. Je suis pas sûr qu'on a envie de savoir ce que le chat va dire, par contre, parce que là, le chat, ça va pas être gentil. Le chien, il est gentil. Le chien, il veut jouer. Le chien, c'est un copain. Le chien, il t'aime. Tu vois, il va dire toute la journée, je t'aime. C'est ça, le truc. Il va être très, très con, hein. Oui. Écureuil. Hein, ou écureuil. Voilà, c'est ça. Alors que le chat, lui,
tu vis dans sa cage et il comprend pas pourquoi déjà. Voilà. Par contre, il est content, il chie dans une caisse et tu la vides la caisse. Donc voilà. Oui, ça, on va te dire merci, il va vider la caisse. c'est ça. Voilà. Est-ce que vous y croyez, vous qui nous écoutez, à cette histoire d'IA qui comprendrait ou qui tendrait à essayer de nous faire comprendre ce que disent les toutous, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est important? Moi, je pense que ça aiderait la communication, oui, non, surtout avec les malvoyants. Mais c'est un détail. Oui, parce que ça sert à rien de faire en sorte que les chiens écrivent, par exemple. Le mieux, c'est de les comprendre avec une IA. Et qui va te protéger contre Skynet? Et qui c'est ça. Il faut refaire toute la trilogie, machin, etc., avec des chiens. Voilà. Voilà. Xavier, un avis sur la question avant de passer au dossier? Mais écoute, ah oui, mais il aime bien les chiens, lui. Oui. Non, mais avec un peu de sauce soja. Non mais ça m'amuse parce que on a justement avec Snugger, on a publié un poisson d'avril cette année où on a dit qu'on allait développer un collier qui allait reconnaître l'humeur des animaux de compagnie pour dire si ils avaient envie de un peu plus chaud, un peu plus froid et que le thermostat se réglerait en fonction de ça. Donc c'est un peu similaire à cette. Je me sens un peu obligé du coup de préciser. Snugger est une société qui est la tienne d'ailleurs, qui fabrique, enfin c'est la marque commerciale qui fabrique des systèmes de chauffage, on va dire ça comme ça, je synthétise très fort, mais intelligents, des vannes, etc., pour avoir la meilleure température au meilleur endroit au meilleur moment. Et donc, c'était assez logique de faire un poisson d'avril qui tourne autour de cette question-là. Ouais. C'est pour ça que Xavier est toujours drôle, parce qu'il est plein de vannes. Je pensais que lui, il a des... Ben oui, l'histoire de la vanne, c'est ça. Oui, il a de bonnes vannes. Oui, bien sûr, je sais. Thermostatique. Voilà. Ce qui est dit est dit. Si vous le voulez bien, puisque ça fait 45 minutes maintenant que nous parlons, ou presque 45 minutes... 47. Maintenant, 45 minutes, c'est l'heure du dossier. Dernier rendez-vous, grand rendez-vous après Build Microsoft, après Google I.O., après Vivatech dont on n'a pas parlé parce qu'on n'y était pas, etc. Il y a évidemment l'Apple WWDC de cette année, grande conférence, avec plein d'annonces, on va en parler évidemment, et des choses quand même intéressantes, il faut le dire, même si pas extraordinaires, mais intéressantes. On peut en parler donc dans cet épisode. D'abord, WWDC, Xavier, c'est quoi en fait ce rendez-vous? Oui, parce que effectivement, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. On en parle ici, mais la WWDC, c'est la Worldwide Developers Conference. Donc, c'est un événement annuel qui est organisé par Apple, qui est destiné principalement aux développeurs du monde entier. Mais c'est évidemment couvert par les médias et ça ne nous aura pas échappé ces derniers jours dans l'actualité. Mais cette conférence, elle se concentre sur les dernières innovations en matière de logiciels, de systèmes d'exploitation et des technologies Apple. Donc ça se limite pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire ces dernières années et surtout depuis les annonces avec Steve Jobs et de l'iPhone. Ça se concentre pas uniquement sur des keynotes et des annonces de nouveaux matériels ou de nouveaux périphériques ou de nouvelles innovations. C'est vraiment quelque chose qui est à la base destiné plus aux développeurs. Alors historiquement, ça a commencé en 83. Donc la première a eu lieu en 83. C'était vraiment destiné là à des informations techniques qui étaient partagées avec les développeurs. Et puis ça a été un petit peu plus dans les années suivantes. Ça a grandi un tout petit peu, mais là où ça a vraiment changé, c'est en 97 avec le retour de Steve Jobs chez Apple, et la WWDC là a gagné vraiment en importance avec des annonces majeures comme des langages de programmation nouveaux, avec le développement intégré Xcode, et puis en 2005 on a eu Apple qui a fait la transition vers des processeurs PowerPC, des processeurs PowerPC vers Intel, et en 2007 la première présentation de l'iPhone qui a vraiment qui a marqué un tournant majeur dans le système avec la keynote maintenant qu'on retient, et on assimile souvent le WWDC au keynote, mais en fait ça n'est pas que ça, puisque
la structure un petit peu maintenant de la WWDC, c'est évidemment une keynote d'ouverture où il y a un discours qui annonce les nouveautés majeures, mais il y a aussi, et on le sait moins, des sessions techniques avec des présentations approfondies sur les technologies qui sont destinées du coup aux développeurs vraiment, où c'est un petit peu moins avec des gens qui applaudissent à chaque fois que on annonce que quelque chose est révolutionnaire. Mais il y a également des laboratoires, donc avec des ateliers pratiques où les développeurs vont pouvoir travailler directement avec les ingénieurs d'Apple. On sait, on a eu Stuff il y a pas longtemps qui nous avait parlé de l'occasion qu'il avait eu de travailler avec le fameux casque récemment. Et puis il y a des activités sociales, donc des événements de réseautage avec des opportunités pour les développeurs de se connecter entre eux ou bien de se connecter à des fabricants de matériel, etc. Donc voilà, la WWDC, c'est tout ça. Ce qui est important, c'est pour Apple, on le comprend bien, c'est de faire des présentations de futurs produits, parce que contrairement à une keynote, ils ne sont pas sur le store le lendemain de la présentation, justement parce qu'il faut laisser le temps aux développeurs de nourrir l'écosystème d'applications. On l'avait vu justement pour Vision OS, où il fallait montrer ce que c'était aux développeurs pour les inciter à pisser du code et à faire des trucs les plus originaux possibles, pour qu'au moment du lancement du Vision Pro, eh bien, il y ait quand même déjà un catalogue d'applications correct à mettre sous la dent des consommateurs que nous sommes, et c'est vrai pour tous les produits Apple, mais il n'y a pas qu'Apple qui fait ça, il y a d'autres, Microsoft aussi, je pense dans le build Microsoft, il y a aussi des présentations de futurs produits pour lesquels on appelle un peu les développeurs à mettre un peu, en tout cas concevoir, si pas concevoir directement des applications, en tout cas en tenir compte dans l'édition de futures applications ou de mise à jour d'applications déjà éditées et existantes. Ici, c'est un peu le même principe, c'est mettre un peu l'eau à la bouche, et en même temps, comme tu le disais Xavier, c'est devenu un peu une keynote, parce que c'est là aussi qu'on voit les futurs produits, du coup, qui vont venir à l'automne, ou voire même peut-être plus tard. On n'annonce pas ici des tarifs, on n'annonce pas ici des formules différentes, etc. C'est vraiment, tiens, il y a ça qui vient, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Et là, les développeurs commencent à cogiter et ça commence à bouger dans sa tête. Et les keynotes sont souvent retransmises en direct, et donc c'est aussi orienté un petit peu plus grand public également, parce qu'ils savent que c'est suivi attentivement, quoi. Donc voilà. Donc ça a pas manqué. Après cette WWDC 2024, la cote en bourse a sensiblement grimpé pour Apple. Donc les annonces sont, on va dire, de bon aloi, même si, comme je le disais, peut-être pas nécessairement totalement impressionnante. Tu voulais corriger un truc, Seb? Ou j'ai dit une connerie? Ouais, parce que dans la première annonce, il a plutôt descendu. Ouais, moi je pensais que ça avait remonté. Bon, maintenant, oui. Alors il a remonté aujourd'hui, mais d'abord il a un peu descendu. Bon, écoute, ça peut arriver. Moi j'avais vu aussi que ça avait atteint des sommets à $200. Enfin bref, mais ça a une influence. C'est bien de se le dire, ça a une influence, peut-être plus qu'une keynote d'ailleurs, les annonces de AW, parce que justement c'est dans le futur, et donc c'est là qu'on voit si les gens vont investir ou pas, ou se retirer, enfin voilà. Seb, les annonces, justement. Mais t'as raison, sur 5 jours, ils ont pris quasi 10%, mais au moment de certaines annonces, ils ont un petit peu descendu, ils ont perdu 2%, surtout les annonces EI, et puis après ils ont repris. Donc voilà, c'était un peu pour le côté bourse, mais c'est moins le côté fun là-dessus. C'est un peu, alors en fait c'est amusant parce que c'est un peu détourné finalement ici la conférence par rapport à ses vraies origines, hein, comme le rappelait Xavier, et c'est un peu le cas chez tous les autres, particulièrement cette année où on nous annonce de l'IA à tous les coins, et donc on attendait aussi l'IA à toutes les sauces chez Apple. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Ce qui est le cas et ce qui n'est pas le cas. Ils ont l'air d'avoir moins réagi. C'est l'opinion, hein, après, mais ils ont l'air d'avoir moins réagi que d'autres, en se disant on va mettre de l'IA partout, on va faire tu vois, iOS IA, macOS X IA, machin. Même si c'est ce que certaines presse a retenu, parce que dès que tu mets IA dans une phrase, c'est ce que la presse retient, c'est pas central nécessairement dans le... Voilà, c'est ça, c'est le buzzword. C'est le mot-clé de l'année. Et donc, voilà. Et ça, il y en a un en IT chaque année, et c'est celui de l'année, et voilà, on est déjà en train d'essayer de réfléchir à celui de l'année prochaine. Et donc, sur celui de cette année, Apple le fait,
mais je trouve, alors que vous savez que je suis pas un grand fan d'Apple, à la base, Apple le fait de manière très intelligente. Il le fait juste sur quelques petites fonctions en disant, ben là on a mis de l'IA, là on a mis de l'IA, là on a mis de l'IA, et là on a mis de l'IA parce que finalement ils ont réfléchi. Et j'ai une série de petites news que j'ai ressorties parce qu'ils ont... alors, petit warning d'abord, on enregistre mercredi 12, 12. c'est pas fini. Ah oui, bien sûr. 12 juin, la conférence n'est pas finie, ça continue, donc il y a probablement, inévitablement, des choses qu'on a ratées parce que au moment où on l'enregistre, elles n'ont pas encore été dites ni annoncées. Donc, il y a aussi des choses qui sont déduites des conférences suivantes et que la presse reprend ensuite parce que, tiens, ils ont parlé de ça et on a vu une ligne de code où il y avait un commentaire qui disait ça et donc il risque d'y avoir une nouvelle version de ceci. Ça arrive, hein, ce genre de truc. C'est des indiscrétions contrôlées, on va dire. Un petit peu. Donc la messe n'est pas totalement dite. Mais donc ici, c'est un petit peu détourné finalement parce que tout ce qui était développeur avant, on allait te sortir les versions bêta d'iOS et t'allais encore attendre 6 mois avant de l'avoir. Mais voilà, hein, ici, effectivement, tu as toujours une version iOS 18 en bêta, mais Apple a plutôt tendance à essayer d'accélérer le truc pour dire, ben voilà, il y a ça et ça et ça pour le consommateur final du produit, alors qu'en fait, avant, c'était surtout des nouvelles fonctions pour les développeurs, pour dire, voilà maintenant ce que vous allez pouvoir développer, parce que une boîte qui développe un OS ou un écosystème, ils ont besoin de développeurs parce qu'ils savent pas tout faire eux-mêmes, ils vont pas tout faire eux-mêmes. Bien sûr. Néanmoins, il y a plein de petites nouveautés dans les produits qui ont été annoncés ici. Déjà, c'est sur ce premier jour et demi de conférence qu'on a pu voir. J'en ai relevé 2-3, dont les trucs autour de WatchOS 11, qui sont pas une révolution, mais une évolution sympathique dans la manière, et qui pourtant, c'est une prise de risque qui ont dû être très compliquées pour Apple. Ça paraît pas, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est d'abord, le premier, c'est l'accompagnement renforcé pendant la grossesse. Donc, ils font t'accompagner pendant la grossesse en disant, on sait que tes vitales vont changer, mais c'est normal. Et donc, pendant ce temps-là, on va te suivre et on va te rassurer que aussi. c'est normal. Pour le père aussi, tu vas grossir. Il prend du poids, il boit de la bière. Tu vois, donc voilà. Mais donc c'est un moment important et c'est certainement un argument de vente pour pas mal de gens, mais c'est souvent stressant parce que tu ne fais pas ça 10 fois dans ta vie, peut-être, mais donc c'est un moment stressant souvent pour les femmes, la grossesse, et donc que tu aies quelque chose qui tue en disant non, c'est normal, zen, respire. Et je trouve ça assez sympathique et assez bien foutu. Et ça va avec le deuxième truc de WatchOS, il y en a d'autres, mais que je reprends, c'est l'analyse des données. Alors pour le moment, on peut avoir des montres connectées, des bagues, comme j'en porte une Oura ou Samsung qui va arriver, qui vont pouvoir te sortir ton rythme cardiaque, ton sommeil, ton machin, et tout est là pour que tu le regardes. Et si vous êtes fanatique comme David et moi, on va le regarder presque tous les matins pour se dire j'ai bien dormi, puis je regarde dans mes miroir, ouais j'ai bien dormi, mais ma montre confirme que j'ai bien dormi, ou ma truc, tu vois. Mais tu vois, t'as une confirmation objective de j'ai bien dormi. Le pire, c'est que tu te réveilles, tu te dis j'ai bien dormi, et ta montre te dit ah non, vous avez fait pas bien dormi. Autant de micro-réveils. Et ça te fait réfléchir. Et tu dis mais enfin non, je suis fatigué du coup. C'est plus dans l'autre sens. Quand je me réveille, je suis fatigué, il me dit t'as bien dormi. Je dis qu'est-ce que t'as dit voilà. Mais ça reste intéressant parce qu'il découvre parfois il y a des patterns. Et donc dans l'analyse en général, donc on a toutes ces données, mais la plupart des constructeurs évitent d'aller plus loin là-dedans parce que sinon, d'un point de vue médical, c'est très dangereux. D'aller dire à un mec tiens t'es en bonne santé, vas-y, et puis il meurt d'un arrêt cardiaque, voilà. C'est gênant. Et donc ici ils se disent on va utiliser ces données, on va les analyser, et si on trouve qu'il y a deux mesures, donc deux trucs, il y en a quand même un paquet sur le WatchOS, il y a deux mesures qui sont un petit peu délicates, on va te suggérer d'aller voir quand même un petit médecin en disant bon, peut-être que va y aller. Donc ils vont pas te dire tout va bien madame la marquise, par contre ils vont essayer de déceler des patterns en te disant bon, il y a quelque chose, tu as un changement d'attitude, il y a un 30 problème pulsations par minute et tu as une tension de 2. Peut-être qu'il serait bien si tu as encore un peu d'énergie, appeler le 112. Voilà, c'est ça. Bon, prends pas de risque. Mais non, mais en même temps, je pense que légalement, ça a dû leur coûter cher de pouvoir le faire.
Sans dire, oui, bien, oui. Et là, le légal, il a dû travailler aussi, sur le coup. Là, sur ce coup-là, ça a dû coûter cher. Alors, ils ont des trucs un peu sur tout. Il y a le Vision OS qui arrive, le Vision OS 2. Et là, le point qui vient et qui fait quasi toute la tartine, parce que j'ai reçu une vingtaine de communiqués Apple quand ils lancent des trucs. C'est des trucs de 3 pages, donc il y avait 60-70 pages de bol. Donc, on a repris Vision OS 2. Alors, le point où ils insistent, c'est les photos spatiales. Alors, de ce que j'ai vu dans la vidéo, sachant qu'on n'a pas de casque et on n'a pas la fonctionnalité, et donc on peut pas tester, ça a l'air d'être... Tu prends une photo et ils ont l'air de faire un effet de parallaxe. Par contre, maintenant que tu en parles, il y a une annonce en marge, justement, de la WWDC, parce qu'il y a aussi d'autres fabricants qui viennent, qui sont pas des concurrents pour le coup, mais qui sont plutôt des gens qui apportent des outils qui permettent de créer du contenu pour ce genre de device. C'est Blackmagic Design qui a présenté une nouvelle caméra qui est avec double optique et qui permet de faire de la vue 360, immersive, etc. Et donc, c'est des outils, et Canon aussi un objectif là, par contre, chez Canon. Donc, on peut se douter que l'immersion va être quand même assez impressionnante, mais c'est difficile de reproduire ça sur un truc plat qu'on te présente. Voilà. Oui, voilà, il faut le voir porter sur une photo, ils te font du parallaxe. Mais attends, avec des trucs avec de lentilles, ça existe depuis pas la nuit des temps. D'accord. Ah oui, j'ai pas dit que c'était nouveau. C'est pas rien n'est nouveau dans ce Et l'industrie adulte, on a depuis longtemps. Oui, comme ici. Et l'endoscope. Non, on n'a pas encore parlé de l'endoscope. L'endoscope aussi. L'industrie adulte. Mais c'est plus chaud, ça, quand même. Hein. C'est des sites un petit peu plus borderline. Avec deux objectifs, pour avoir vraiment une vue 3D de ce que tu filmes. C'est... Ah, tiens. Les collègues de ma femme. Oh, le tunnel du Mont Blanc. Donc voilà, c'est pas une énorme révolution, mais c'est une autre évolution que j'aime bien, mais qui n'est pas non plus une révolution, pour me paraphraser. C'est dans Sequoia macOS X, Sequoia. C'est que tu vas pouvoir utiliser ton iPhone sur ton Mac. Voilà, il y a des trucs qui existaient ailleurs. Là maintenant, c'est full intégré. Ton téléphone, il reste sur ton bureau, il n'est pas déverrouillé, on voit rien. Ça, par contre, c'est sympathique. Et tu es en train d'utiliser ton téléphone, elle est dans tes applications, etc. Mais personne ne voit rien, il continue à être déverrouillé. Alors, tant que c'est toi qui l'utilises, ça va. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est gênant. Mais voilà, c'est directement intégré sur ton Mac, c'est quand même assez sympathique. C'est propre, c'est sympathique, c'est orienté client, c'est orienté utilisateur, voilà, point. Ouais, il n'y a pas de révolution. Non, je ne parlerai pas sur iOS 18 de pouvoir mettre tes icônes où tu veux, parce que voilà, on va pas me moquer pour le plaisir, mais il y a des trucs. Par contre, il y a la connexion par satellite pour envoyer des messages. On te préviendra quand même que tu es connecté par satellite. C'est bien, t'as pas de réseau et tu as besoin d'un truc d'urgence. Tu vas pouvoir utiliser des connexions par satellite. Elon Musk a un produit aussi pour ça, je le rappelle. Oui, mais il se frite un peu avec Apple, apparemment pour le moment, mais il se frite toujours avec tout le monde. Ah oui, Elon Musk, c'est ça, en marge de tout ça, parce qu'on va parler intelligence artificielle dans un instant, mais Elon Musk a interdit à tous ses employés de venir au boulot avec un appareil Apple. Voilà, comme quoi... Voilà, parce qu'ils utilisent en partie ChatGPT, on va y revenir. Il veut plus que les gens télétravaillent et ils peuvent pas venir avec leur appareil Apple. Il a vraiment plus envie d'avoir des devs chez lui. Il n'en reste pas beaucoup. Par contre, il veut bien des trucs avec double lentille pour faire de la pornographie. Parce que maintenant, c'est d'accord. Pourquoi pas toujours bien à ça. Ils ont aussi rajouté les messages RCS. C'est amusant parce que voilà, c'était une guerre Google-Apple qui a duré depuis très longtemps. Et finalement, on va aussi avoir ça sur iOS. Ah bah ça y est, on va pouvoir enfin essayer d'abandonner ce vieux SMS tout cramoisi qui quand même maintenant n'a plus raison d'être sur les réseaux. C'était utilisé pour ce qui restait, mais le data est tellement prépondérant par rapport au reste sur les réseaux que ça a plus vraiment de sens. Et alors l'autre point qui passe presque inaperçu finalement, hein, je trouvais dans tout ce qu'il publiait, c'est une évolution majeure de Siri, parce que il te rajoute de l'intelligence artificielle dans Siri, dans laquelle maintenant Siri va garder ton contexte et au besoin utiliser une IA locale
Parce que Apple a beaucoup insisté sur faire quelque chose de local et qu'on renvoie pas tout sur du cloud, et que sur le cloud, de toute façon, c'est géré par Apple, c'est eux qui vont faire une partie. Et pour certains trucs un peu plus complexes, alors ils ont fait un partenariat avec ce qui n'est pas Elon Musk, ChatGPT, disant bon voilà, il y a des trucs où quand même on ne saura pas te répondre et on n'a pas les compétences, et donc on va sous-traiter avec ChatGPT. Pour allumer la lumière, Siri va rien dire, il va dire il va allumer la lumière. Par contre, si tu lui parles du boson de Higgs ou un truc comme ça, il va dire là j'ai besoin de... Est-ce que je peux me servir de ChatGPT s'il vous plaît et peut-être aussi d'autres lambs plus tard. Ils sont pas fermés à ouvrir justement à d'autres IA que ChatGPT. C'est au choix de l'utilisateur. Ce sera au choix de l'utilisateur. Ouais. Alors ils ont aussi intégré ça pour faire des emojis et des trucs comme ça, qui coulent. Enfin oui, c'est sympa, mais bon voilà. Mais il y a un public pour ça. Voilà, c'est pas. Certainement. Je suis pas sûr qu'ils nous écoutent. De toute façon, ce public-là. Non. Mais pour moi, dans l'ensemble, c'est plein de petites news, et quand tu lis, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas juste. C'est ça que je trouve assez rassurant de leur point de vue. Oui. C'est que ils arrivent pas en disant. Ok, super, on a sorti un nouvel iPhone, salut, bonsoir. Pour tout le reste, on s'en brûle. De toute façon, on va l'abandonner. Non, ça, c'est en général les conférences de Google. Comme ils ferment Google Podcast. Fin de mois. Ah oui? Et pas que. Je pense que chaque année, on a des produits qui fermaient. Ici, tu vois que ça donne confiance. Ils suivent tous leurs produits, même ceux qui démarrent difficilement. Ils les suivent, ils sont là pour des années. Ils suivent sur les montres. Les montres, ça fait des années que Google ne fait plus c'est un truc qu'il faut leur laisser quand ils vont sur un truc, c'est pour durer quoi. Ils y vont tard, après les autres souvent, mais ils y vont. Ils reculent pas. Ils ont déjà reculé, mais pas de dommages pour l'utilisateur. En général, ils l'ont pas vendu avant, comme la voiture, ils ont reculé, mais personne n'a acheté de voiture Apple. Et en même temps, il n'y avait personne derrière, donc ils pouvaient reculer. Enfin bref, derrière la voiture. Voilà. Mais c'est donc un mini subset de tout ce qu'ils ont annoncé. Il y en a encore plein d'autres, mais moi je trouve ça assez rassurant et finalement assez cohérent. Je trouve ça assez propre, assez bien foutu. Voilà. Il n'y a pas une big news, mais pas encore. Mais malgré tout, Xavier, ça n'a pas empêché une certaine presse de railler cette conférence d'ouverture de la WWDC 2024. C'est de la com, c'est quoi? C'est du dogmatisme à la noix. Enfin, c'est quoi cette voilà. Cette donc, d'abord une petite précision. Moi, beaucoup le savent déjà. Je suis pas du tout un Apple fanboy. J'ai jamais contesté le fait qu'il y ait de très bons produits, de très bons programmes, etc. Je suis plutôt utilisateur d'Android, etc. Mais ceci dit. Je dois avouer qu'il y a quand même des très chouettes choses qui sont annoncées. Simplement, pour moi, de plus en plus, j'ai l'impression que il y a quand même un effet d'annonce qui est recherché avec beaucoup de com qui est prévu. Et il y a beaucoup de news qui pourraient chez d'autres constructeurs faire simplement l'objet d'une ligne dans un changelog, donc dans une annonce de certaines fonctionnalités, même s'il y a Oh, tiens. Paul l'a coupé. Et le concurrent, il fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre. Xavier, je te reprends 2 secondes parce qu'on a une coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas moi, je vous jure, j'ai rien fait. Il y a eu une coupure à un moment donné. Si tu peux remonter 2 phrases en arrière, s'il te plaît, sans faire voilà. Donc je disais qu'il y a des infos qui sont un petit peu des effets d'annonce et où ils recherchent un peu le buzz en comptant sur la presse qui va annoncer et répéter tout ce qu'ils disent, alors que ça pourrait faire l'objet juste d'une ligne dans un changelog. Mais il y a quand même des news qui valent la peine et qui sont intéressantes. Ceci dit, il fallait s'y attendre. Il y a des réactions de concurrents qui m'amusent. Alors c'est pas parce que j'apprécie particulièrement ces concurrents, notamment Samsung, dont je ne suis pas client, s'est amusé avec pas mal de petites annonces sur
Twitter ou autre sur les réseaux, ça vaut la peine d'aller voir ces comics où il s'amuse un petit peu de fonctionnalités, où il montre une pomme avec un clin d'œil évidemment à Apple. Il y a Nothing où là je suis client qui s'amuse du fait que il y a des icônes qu'on peut déplacer depuis un moment, que on peut personnaliser le thème, et tout ça c'est des choses qui existent depuis longtemps. Donc voilà, c'est de bonne guerre, c'est quelque chose qui se passe dans les deux sens fréquemment. C'est un peu l'histoire éternelle entre Coca et Pepsi également. Mais par contre, il y a un de nos autres chroniqueurs, c'est Sébastien, si je ne me trompe pas, qui a judicieusement parlé d'un élément qui me parle aussi, c'est que pour une fois, on a quand même un constructeur qui n'a pas mis spécialement en avant l'IA en tant que tel. Ils ont même d'ailleurs fait un jeu de mots avec AI où ils disent que c'est plutôt Apple Intelligence. Oui. Mais là où il a raison, c'est que ils ont plutôt axé leur communication sur des fonctionnalités utilisateurs, donc montrer ce que l'appareil était capable de faire à l'utilisateur, plutôt que d'axer toute la com sur on a mis de l'IA sur toutes les couches. Et ça, effectivement, c'est un choix judicieux d'après moi. C'était un peu à contrario quand on repense à la build de Microsoft, où il était aussi fort question, et là c'était central, d'intelligence artificielle avec Copilot+, et ce dont on a parlé là tantôt, processeur, architecture, ARM, etc., où il parle il parlait de Copilot+, mais il te dit pas ce que ça fait. Enfin, il parle, voilà, c'est acquis, les gens savent ce que c'est Copilot et Copilot+, mais non, enfin, c'est donc là aussi, c'est peut-être la petite différence qu'il y a par rapport à qui on s'adresse, faut être honnête aussi, et c'est là qu'est l'ambiguïté, c'est qu'on disait, cette conférence, c'est une conférence de développeurs, et là, sur la forme, ils ont clairement caressé le consommateur dans le sens du poil, plus que le développeur, quelque part. On se le disait entre nous avant l'épisode, Apple a toujours été très très fort et ne serait sans doute pas là où ils sont aujourd'hui dans la communication. S'ils n'avaient pas fait ça, ils sont très forts dans la com et très orientés utilisateurs finaux. Et donc ça parle à un grand public, effectivement. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que les concurrents parlent plus d'Apple qu'Apple ne parle des concurrents dans la communication. C'est ça le paradoxe aussi. Donc, Sébastien voulait rajouter un truc. Oui, mais ils ont des secrets. Alors, avant de dévoiler les secrets de leur com, qui y a des points intéressants et qui sont facilement utilisables, je vais venir. Samsung me fait souvent beaucoup rire. Je suis un grand utilisateur Samsung. Ça fait des années depuis Galaxy S2 ou S3 que je suis fan, que je suis adepte de la marque. Mais pour diverses raisons, hein, parce que voilà, j'aime pas être cloisonné. Oui, une, c'est que j'aime pas être cloisonné dans un truc où j'ai pas le droit d'utiliser comme je le veux. Je suis un développeur, je veux l'utiliser. Voilà, c'est mon droit, c'est mon choix. Mais il faut reconnaître que quand Apple dit on te rajoute un truc, en général, ça fonctionne. Tu vois, bon, parfois ton horloge, elle déconne et elle travaille plus le matin, mais quand il te sort un nouveau logiciel ou une nouvelle fonctionnalité, ça fonctionne. Quand Samsung te fait, je te sors un Galaxy S24 et le truc révolutionnaire de l'année, c'est l'IA, et tu vas pouvoir passer un appel dans une autre langue et ça va te le traduire comme si le mec il parlait français devant toi alors qu'il parle coréen, c'est génial dans leur démo. Dans la réalité, ça marche pas du tout. Tu peux essayer de parler en anglais, tu peux essayer de parler espagnol, des langues standards, avec des mecs qui parlent parfaitement. C'est du charabia, ça marche pas du tout. Ce qui fait la différence dans ce cas-là, c'est qu'on le dit souvent, on a rarement 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Et là, pour le coup, pour certains utilisateurs, c'est pas ton cas, mais tomber sur un truc comme ça, dire pas 2 fois, c'est bon quoi. Non, c'est dramatique, c'est mauvais. C'est vraiment le truc est vraiment mauvais. Et il supporte 3 langues, voilà, le coréen, l'anglais, l'allemand, et puis pour le reste, tu te brosses. Et donc c'est pas abouti. Il lance un truc vite fait, et c'est pas la première fois. En général, Samsung a tendance à te sortir en software des trucs qui sont dégueulasses. Voilà, mais ils font du bon hardware, donc mais ils devraient à chaque fois attendre probablement 1 an de plus avant que leur produit soit abouti, ce que fait Apple. Du coup, ils arrivent plus tard que les autres. Donc ça, je dois reconnaître, il faut leur reconnaître, ils sont bons là-dessus. Mais sur leur marketing, il y a un truc qui est très amusant à savoir, c'est que effectivement, ils s'adressent aux consommateurs, mais en général, c'est comme ça dans toute leur com. Et pour ça, ils utilisent des règles qui sont assez simples, que vous pouvez reproduire chez vous aussi, qui s'appellent... en fait, c'est des tests, je ne sais même pas si c'est un nom précis, c'est des tests de complexité d'un texte.
donc test de texte. Hein. Et donc vous prenez votre texte, vous le mettez, ça existe, vous cherchez sur Google, analyse, analyse. Analyse de texte. Analyse votre texte. C'est plus facile à dire. C'est plus facile à dire parce que le texte. Je suis fatigué, il fait chaud. Oui. Et donc, en fait, il vous dit pour quel degré d'éducation c'est compréhensible. Et tout ça se base sur quoi ? Ça se base sur le nombre de mots dans une phrase, et ça se base sur la longueur des mots. Et suivant certaines langues, hein, parce qu'évidemment, si vous êtes en allemand, les mots peuvent être longs, qu'en anglais, les mots la notion de longueur et de lenteur du texte, etc. C'est différent d'une langue à l'autre. S'il y a une conjonction de subordination, c'est déjà mauvais, quoi. Voilà. Et donc, leurs phrases, et quand on lit dans leurs messages, leurs phrases sont toujours des phrases courtes, et ils ne parlent pas des universitaires. Si tu lis des communiqués d'autres entreprises, un Google ou autre, ils s'adressent à un public éduqué, très éduqué, souvent même universitaire. Et donc, Monsieur Tout-le-Monde ne va pas comprendre leur message et donc ne va pas être adepte de leur com. Et c'est des trucs qui sont... C'est bête et méchant. Il faut écrire simplement des phrases courtes et des mots je pense que c'est maximum 3 syllabes. Sujet, verbe, complément. Voilà. Non, pas 3 mots, mais des mots de 3 syllabes. Ah, pardon. Des mots... Oui. Quoi, ça fait rire Xavier. Ils doivent parler tu peux pas faire constitutionnellement, tu peux pas, c'est 3 syllabes. Non. Quelqu'un qui... Tu vois. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça, tu sais parler au maximum de la population avec des choses faciles à comprendre. Donc, testez-le si vous devez écrire des communiqués, si vous devez écrire des emails à des gens, si vous devez écrire des textes à des gens que vous savez qui sont pas forcément éduqués. J'ai verbe complément avec des mots de 2 ou 3 syllabes. Après, tu es con, il faut facile à comprendre. Faire un prompt chat GPT pour le traduis-moi ça en con. Bref. Non, mais il y a beaucoup d'analyse derrière. C'est pas si. Non, j'imagine bien. En plus, on peut dire des choses très très intelligentes, juste avec des phrases avec sujet verbe complément. Hein. Ouais, c'est même des gens qui font difficile de le faire. En mettre de E. Alors, oui, ou sans mettre de I. C'est plus compliqué. Sans le E, je pense qu'ils ont fait. C'était un livre sans c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Il y avait aussi un livre sans points. En une seule phrase. Le test de complexité ne passe pas. Non, je pense que ça, c'est parce que là, c'est vraiment... voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de cette... Enfin, non, on n'a pas fait le tour forcément parce qu'elle est encore en cours, mais en tout cas de cette conférence d'ouverture, hein, parce que c'est ça, en fait, cette keynote de la WWDC 2024. Certainement qu'il va y avoir d'autres annonces, voulues ou pas, ou analyses aussi. Faites confiance à la presse technologique pour le faire. Il y a certains podcasts également qui sont spécialisés. Ça m'a toujours étonné, c'est des podcasts spécialisés dans une seule marque. C'est comme si on faisait un podcast spécialisé dans un seul modèle de la marque. C'est ce modèle-là, on fait un podcast, c'est le iPhone 3 depuis 20 ans, en fait. Mais non, mais c'est beaucoup de news cette année, Marc. Voilà. Donc, on sait à qui quand on fait ça, on sait à qui on s'adresse. Du coup, ça me paraît assez évident. Et en plus, certains s'adressent à une marque, à un pays. Si tu vois à qui je parle. Non. Mais bref. C'était spécifique à la Belgium. Ah oui? Je sais pas. Oui. Je vois très bien. Oui, je vois très bien. Oui. Tu diras, bah oui. Mais non. Je sais pas. C'était pas Netherlands Samsung, hein, c'était pas ça. Hein. Oui, Belgium iPhone. Oui, qui sort maintenant un article tous les 6 mois, en gros. Bref, parlons d'autre chose de la semaine prochaine, qui sera un autre épisode avec d'autres chroniqueurs, vous vous en doutez, comme souvent. On touche tout doucement à la fin de la saison. Hein. Ce sera l'avant-dernier, si j'ai pas de bêtises, l'avant-dernier épisode la semaine prochaine. Donc voilà, que se passera-t-il ensuite? Ça, c'est mystère. C'est étonnant. Xavier... Hein, quoi donc? C'est étonnant parce qu'on arrive à la fin de saison et on se les caille toujours. Oui, c'est ça. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui disait on est quelle date aujourd'hui? On est le 12. Et un type a écrit 12 novembre.
C'est un peu ça l'idée. Ça va changer, vous inquiétez pas, il va y avoir du soleil bientôt, de la chaleur. Vous allez même plutôt mal la supporter, si ça se trouve. Donc, ne soyez pas si pressés. Merci Xavier pour cet épisode. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci également à Sébastien. Passez tous L'année prochaine pour moi. Oui, à l'année prochaine pour toi, effectivement aussi. Et pour Xavier aussi. Passez toutes une très très bonne semaine. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour le 452e épisode des Technos. Et à mon avis, je vous parlerai comme ça, hein, j'y pense, mais je me demande si je vais pas encore une dernière fois vous parler du fait que il y aura Google plus... Podcast. oui.